Bon, après toutes ces belles expériences qu'on a vues sur les 3 premiers films, on va parler d'un spin-off qui s'appelle Indiana Jones 4. Je veux dire que c'est plutôt une expérience douloureuse, je dirais, parce que quand t'as connu un grand héros comme Indiana Jones, qui est relayé à une espèce de personnage, je dirais, de série Z, voire de série B, voire de série Z, avec un scénario qui est digne des plus grandes séries Z des années 50, on va dire. Un quoi? J'ai pas vu le scénario dans le film. Je l'ai pas vu, faut me le montrer. Il y a un scénario, mais il est mal écrit, c'est tout. Ah, il est aussi mal réalisé, donc ça va. Ouais, et c'est ça le problème, c'est qu'on a quand même on a encore Steven Spielberg derrière la caméra, mais on a le gros problème, c'est qu'il y a Lucas derrière, et c'est Lucas qui a voulu justement qu'il y ait cet esprit un peu extraterrestre, tu sais, il voulait des extraterrestres absolument, et ça dans les préludes, on va dire, c'était un peu sa volonté, et il a un peu forcé Spielberg à faire ça. Donc est-ce que c'est Lucas qui est responsable? Je dirais un petit peu, ouais, quand même, à plus de 50% quand même de cette catastrophe qui est le Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Alors déjà un petit peu le casting, bon, je l'ai pas trouvé terrible, hein, faut avouer que Harrison Ford, j'ai eu le plaisir à le retrouver, mais c'est le seul que j'ai eu plaisir. Et puis c'est vrai que c'est plus très crédible de le voir se battre, ou bien tu sais, la scène du fouet dans le hangar, là, par exemple, aussi, ouais. Quand il se balance contre il fait un peu le Tarzan. Il fait Tarzan d'ailleurs, il y a les fleurs de Tarzan dans ce film-là. Il se jette dans la voiture des Russes là, au début là, ça fait mal quoi. Ouais. Après t'as Shia LaBeouf, moi, qui est insupportable, moi je le trouve insupportable cet acteur du jeu dans Transformers, il était pas terrible. Bon, apparemment les films que j'ai pu voir de lui, bon, il est un peu plus convaincant, il a fait des efforts au niveau de l'interprétation. Ouais, il est pas convaincant dans Transformers, il est pas convaincant dans Indiana Jones. Mais il a fait d'autres films où là il y avait des rôles plus intéressants, on va dire. Après il y a le retour de Karen Allen, mais là je la trouve mais complètement à la ramasse par rapport à son personnage de Myra Ravenwood dans le 1. Là vraiment c'est la demoiselle en détresse mais en permanence. Après t'as John Hurt, donc qui est l'un des anciens Doctor Who, on va dire, qui fait le savant fou là, un peu taré. Bah il est un peu figurant, il est un peu transparent, alors que c'est un grand acteur, hein, il fait tous les rôles. Ils ont voulu apporter du mystère à ce personnage qui est psychologiquement instable, on va dire. Ça bide complètement. Bah ça bide. Donc voilà quoi. Puis t'as cette espèce d'agent, de copain de Indy là, qui est une fois pour Indy, une fois qui n'arrête pas de changer de face. Une fois il est pour lui, donc il est joué par Ray Winston, c'est le McHale, un truc comme ça, George McHale. Et là c'est le personnage qui est prévisible à mort quoi. Ouais, y a pas de surprise. Opportuniste quoi à mort quoi. Voilà. Mais il y a des personnages qui sont super mal écrits, le scénario est très maladroit. Je vais rappeler un petit peu l'intrigue. Bon, il y a l'intro qui déjà c'est une vraie catastrophe cette intro. T'as le logo de la Paramount qui laisse place à une espèce de terrier d'une marmotte. Mais qu'est-ce que ça vient foutre là cette marmotte? Franchement. Ils avaient plus de montagne. Marmotte numérique dégueulasse quoi en plus. Elle est mal faite. Elle reviendra après avec la scène. Elle reviendra après la scène du frigo. Hein, on l'a vu la deuxième fois. Donc il arrive et puis les Russes arrivent. Ils font une course avec les voitures. Donc là il y a un petit clin d'œil, on va dire, à American Graffiti parce que on sait que Lucas est un peu porté sur les années 60 et les grosses bagnoles. On sait que Lucas voulait être pilote de course, mais qu'il a eu un accident, donc il s'est orienté vers le cinéma. Ouais, du coup il y a que pilote de TIE Fighter. Voilà, c'est un peu pour ça qu'il aime bien tout ce qui est scène de course et de tout. On voit bien que dans l'action il est bon le George. Dans les scènes ça va de poursuite. Notamment je pense à cette scène d'intro de l'épisode 3, tu sais, avec quand ils arrivent Anakin et Obi-Wan dans leur vaisseau là, et que ils sont juste au-dessus de la planète Coruscant avec cette bataille qui est assez grandiose quoi. Ah, ça va, il en reste la moitié. Ouais. Voilà quoi. Mais Lucas il perd mon fil. On parlait en fait que Lucas, tu vois, scène de poursuite alors entre guillemets. Ouais, mais comme il voulait être pilote, il en mettait quand même. Donc la voiture des Russes arrive dans la zone 51. Donc là vraiment t'as un peu du fan service et puis on voit qu'ils sortent un mec du coffre et c'est Indiana Jones. Indiana Jones qui a pris un sacré coup de vieux. Donc il y a cette scène iconique où on voit l'ombre sur la voiture. Donc un rappel. Il remet son chapeau parce que c'est iconique. On le voit au-dessus du chapeau. Ouais, après, c'est ça. Et puis il rentre dans le truc et puis il dit comment on va retrouver la momie là, la tombe de la momie. On va faire comme ça avec pas de magnétisme. Alors t'as ce truc qui tombe. Puis là il arrive à se barrer, à prendre son fouet. Ça fait un peu jeu d'arcade. Il sort sur les plateaux, sur les caisses. Là, ça fait le jeu de plateau complètement. Bon, comme je disais tout à l'heure, t'as le clin d'œil aux aventuriers de l'Arche perdue avec l'Arche d'Alliance. T'as même le thème de l'Arche qui revient parce que on va parler un petit peu de la musique un peu après si tu me permets. Ouais, malheureusement on pourra pas vous la mettre. On va se faire striker. Donc on va en parler un petit peu de la musique de John Williams parce qu'elle est vraiment importante aussi dans cette saga. Donc il arrive à se barrer, il y a encore une baston avec un Russe balèze quoi. Puis il y a cette espèce de truc celui qui montait sur rail quoi, qui s'évade là, tu sais. Oui, prototype de truc
truc de lancement. Ouais, c'est une espèce de fusée. Et puis, donc, il arrive à se barrer quand même. Bon, bah, lui, sans trop de dégâts. Il arrive en plus, c'est la scène... il vient de se prendre 30 G dans la gueule, mais tout va bien. La scène polémique du film, c'est il arrive dans ce village où il n'y a que des mannequins. Qu'est-ce que c'est? Donc il y a un compte à rebours qui est lancé, il va y avoir un essai nucléaire, et tout ce qu'il trouve à faire, c'est de se mettre dans un frigo. Donc ça pète, le frigo vole, lui atterrit, bon, il y a presque rien. Hein. À des kilomètres. Hein. Et donc le souffle nucléaire, il y a aucune incidence sur le frigo, quoi. Mais ouais, non, ça va. Hein. Il y a rien, quoi. Il passe rien, quoi. Mais c'est vraiment d'une nullité cette scène. Mais je veux dire, t'avais des scènes hyper loufoques dans le 2, mais là on a un niveau de connerie avec le frigo. C'est du too much là. Ouais. T'y crois pas. Oh. Avant tu te disais ouais la chance ou je sais pas quoi. Résister à une explosion nucléaire, non, tu te dis le non, frigo il aurait dû être vaporisé, quoi. Ouais, ou même s'il est pas vaporisé, je pense qu'il doit y avoir 2000 degrés au bord du frigo. Mais complètement. Enfin, tu vois. Mais là, t'arrives à un moment, tu vas te dire, waouh, super, tu dis quoi, qui c'est cette connerie, quoi. Tu vois, t'y crois plus. Tu te sors du film comme ça parce que t'arrives plus à croire. Je pense que c'est la scène du frigo qui met complètement la rupture avec ce qui va. C'est-à-dire qu'après, c'est plus bon. Il y a plus rien qui est bien. Après, c'est à la limite du super-héros. Après, il revient au collège. Il y a les portraits de Marcus et de son père. C'est un détail technique. Hein. Mais en fait, ils ont foutu, au lieu de faire des photos spécialement, tu sais, parce que pour faire des beaux cadres. Des captures. En fait, ils ont mis des photos promotionnelles des autres films. Donc c'était complètement ridicule, tu vois. Alors t'as fait une connerie comme ça, il est en train de regarder, tu sais, c'est vraiment une scène du film, tu vois. Mais c'est complètement ridicule, quoi. Comment on peut faire ça quand on est directeur artistique? Mais arrêtez, quoi. Donc il y a un nouveau directeur parce que Marcus et Henry sont morts. Là il y a un aspect un petit peu, on va dire, qui dénonce un peu le macartisme. C'est-à-dire que lui il est un petit peu accusé d'être double jeu, agent double. D'être communiste quelque part. Donc il y a un peu mis, je sais pas s'il est viré, mais il y a un peu mis en. Il est mis en retrait. Ouais. Et puis il est surveillé. C'est ça. Donc il y a la surveillance des services secrets américains, quoi. Voilà. Mais je sais pas, leur théorie qu'il y a, Indiana Jones, il a quand même sauvé le monde, quoi, plusieurs fois. Ouais, puis il y a quand même, si tu prends, donc dans le 1, il leur a quand même donné l'Arche d'Alliance. Puis dans le 3, il a quand même, empêché les Russes de trouver le Graal, donc c'est peut-être plus discret. Ouais, les nazis, ouais. Mais je veux dire, voilà, il y a quand même tout un passé derrière, parce que quand même les services secrets dans le premier, qui c'est qu'ils vont trouver? C'est Jones. Plus si on compte parce que ce film a été fait en 2008, on compte pas non plus tous les services qu'il a rendus pendant la guerre, par exemple, voilà, tu vois, toutes les missions qu'il a remplies. Et puis tout ce qu'on sait pas, parce que, quand même dans le premier, c'est pas n'importe qui. Si les services secrets viennent te voir, c'est pas parce que t'es un communiste ou je sais pas quoi, ou j'en sais rien. On sait que c'est parce que tu peux avoir confiance en lui. On sait que c'est un ancien agent secret, Indiana Jones, dans la chronologie, on va dire. Et du coup, maintenant qu'il est mis au rebut comme ça fait vraiment, on critique le Marc Arthur. Parce que c'est macartisme, on met tout au panier, au pylône, quoi. Mais voilà, quoi, donc il y a cette scène, et puis lui, il s'apprête à partir dans un autre collège, où je sais pas, il est muté apparemment. Et puis t'as ce jeune là qui est joué par qui s'appelle Mutt Williams, qui va le voir et il lui dit ma mère elle m'a dit que de venir vous voir parce que ceci cela. C'est tellement peu intéressant comme intrigue que j'ai du mal à résumer. Mais bon, donc voilà, quoi. En gros, il s'avère que Mutt est le fils de Marion et d'Indiana Jones, quoi. Voilà, et que lui il savait pas, quoi. Encore une fois, il y a un truc qui va pas non plus là-dedans, mais bon, je trouve que c'est pas très cohérent. Et puis voilà, quoi. Donc ils se rendent en Amérique du Sud, au Mexique ou quelque chose pas loin. J'aurais dû au Guatemala, un truc. Ouais, un truc comme ça pour en fait. Moi, je suis pas sûr de moi sur ce. Aller chercher un indice dans une tombe, une fois de plus. Faut dire, c'était tellement passionnant. Ouais. Puis à un moment, il fait quand même un clin d'œil à la série. À un moment, il dit aux jeunes comment où t'as appris à parler espagnol. Et il dit j'ai été dans la bande à Pancho Villa, ce qui ramène au pilote de la série, quoi, en fait. Voilà, mais ce sera le seul, on va dire, clin d'œil à la série, quoi. À la série. Mais après, donc, il se frotte un niveau avec des espèces de gardes qui ont des sarbacanes. Des sarbacanes et tout, avec des masques. Donc l'autre il souffle et puis il dégaine le flingue et tout pour le buter. Et puis finalement il trouve l'indice et puis ils vont voir ce professeur qui est John Hurt, qui est enfermé, qui lui connaît les indices pour aller chercher les crânes de cristal, quoi. Ouais. Enfin le crâne de cristal, parce qu'il n'y en a plus qu'un à trouver apparemment. Comme c'est pratique.
Ouais, voilà quoi. Donc le dernier crâne de cristal qui est convoité aussi par le personnage de... je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, l'actrice c'est Cate Blanchett, qui est une actrice assez connue. Moi je vais te dire la russe. Hein. Cate Blanchett, c'est celle qui joue dans Le Seigneur des Anneaux aussi. Qui convoite aussi le crâne de cristal. Et la russe, elle apparemment, elle a un peu des talents de médium, d'après ce que je sais dans le... Ouais, elle a des talents psychiques. Ouais. Donc, ou elle est dérangée. Ouais. C'est un des deux. Mais c'est quelqu'un d'assez rustreint. Elle a aucune pitié pour personne. Hein. Bah, c'est la prototype de... Moi, elle m'a fait penser à Mother Russia dans Kick-Ass. Hein. C'est ça. Ouais. Carrément. C'est un petit peu une caricature des nazis qu'on a eu dans les autres films. Quoi. Ouais, puis voilà, mais maintenant c'est les communistes. C'est les Russes, quoi, maintenant qui poursuivent. Puis bon, de fil en aiguille, on arrive dans une espèce de temple, là. J'ai trouvé que cette scène n'était pas trop mal, avec les murs qui se séparent, là. Ils arrivent quand même à trouver les... Ouais, puis... À vider les... En fait, ils enlèvent les pierres et puis ça vide le sable. Voilà, exactement. Bon, ça, donc ça, c'est pas trop mal trouvé, ça. Ça sauve pas le film. Quand t'as le côté énigme, je trouve que ça rehausse un petit peu le scénario. Ouais, un petit peu. Mais c'est vraiment c'est léger, quoi. Puis ensuite, ils sont poursuivis par tous les tribus, là, à un moment, dans les sous-sols. Puis ils arrivent à cette scène qui est catastrophique, pour moi. Ils arrivent au milieu d'une espèce de tribunal en cercle, là, avec les 6 crânes de cristal. Avec les 6 crânes, ouais. Ils ont plus qu'à poser le dernier sur les 7 boules de cristal, non, je me trompe. Je me demande si c'est pas inspiré de ça, d'ailleurs, l'histoire des 7 boules de cristal. Mais c'est une vraie légende, ça, les crânes de cristal, ça... Les crânes de cristal, c'est une vraie légende, c'est une légende très connue du néo-évémérisme, comme quoi les extraterrestres auraient laissé un savoir dans des crânes de cristal qui, une fois regroupés, ça apporterait une connaissance à l'humanité incroyable. Sachant que, théoriquement et pratiquement, on peut enregistrer des données dans du cristal. Hein. Ah d'accord. Donc ça, c'est déjà connu. Et du coup, les conspirationnistes ou néo-évéméristes ou les personnes qui pensent avoir raison... ils font dans le Super de 78, tu sais, les cristals les cristaux de kryptonite. C'est tout le savoir de Krypton, il est dedans, en fait. Et techniquement, dans Stargate aussi, si tu veux. Ouais. Quand ils trouvent un cristal, voilà. Ouais. Bon, il y a cette scène, je vais finir cette scène, puis je vais revenir sur des scènes qui posent problème aussi. Ah bon, on n'a pas fini hein. Non, on n'a pas fini, c'est vrai qu'on n'a pas fini. Donc il y a cette scène qui pose problème, où ça tourne, où déjà, c'est dégueulasse visuellement. Et après, l'autre, la Russe, elle dit, c'est moi qui veux tout le savoir. Puis finalement, elle se fait cramer la gueule, donc elle fond. Ça rejoint un petit peu. C'est trop pour sa petite tête. C'est ça, je sais pas, c'est mal fait, en plus c'est dégueulasse, c'est super mal fait. Ouais. C'est fake. Donc elle meurt, et puis, ils arrivent à se barrer, facilement, d'ailleurs. Ah ouais. Et puis, tout d'un coup, t'as cette espèce de, ça tourne, et puis t'as le magnétisme, c'est tout, les champs magnétiques qui se créent. Ouais. Puis t'as une espèce de secouvrant à la con. Puis même l'extraterrestre qui ressuscite, j'ai bien compris. Hein. En fait, il se fait en nez. Ouais, voilà. Donc c'était lui le pilote de... Le pilote de la soucoupe. Puis t'as la soucoupe qui tourne. Dégueulasse visuellement. Donc, je suis curé quand je vois ça. Même la scène, je sais pas, t'as regardé X-Files, le film, tu t'en souviens? Si, ça m'a fait penser à cette scène-là. Quand t'as la soucoupe volante qui décolle. Ouais. Là, au moins, il y avait de la classe. Ça faisait classe. Mais là, ça faisait hyper cheap. Ça fait vraiment un film de série Z, quoi. Ça fait PlayStation 2. C'est horrible. T'as cette soucoupe. Bon, elle s'envole pas. Apparemment, elle ouvre une espèce de passage vers une autre dimension. C'est ce que Marcus y explique. Je me gourre maintenant. C'est ce que le personnage de John Hurt dit, c'est que c'est pas des extraterrestres, c'est qu'ils vivent entre les dimensions. Là, il y a un passage qui me dérange, c'est qu'ils ont l'air de dire que ce soit le Arche de l'Alliance ou tout ce qui est rattaché à Dieu, ce serait dû aux extraterrestres. Parce qu'on voit un peu des dessins, puis il me semble qu'on distingue l'Arche de l'Alliance, mais peut-être que j'ai mal vu, tu sais. Je serais pas te dire, parce que alors soit c'est un détail qui m'a échappé, j'ai pas de traces de ça. J'ai l'impression que tout le mysticisme qu'il y avait dans les autres films, il s'est complètement volé dans ce film, tu vois. C'est l'inconvénient, c'est que je sais pas, c'est pour faire de l'audience ou quelque chose comme ça. Ils ont voulu expliquer, faire un 4 pour dire ce qui s'est passé dans le 1, 2, 3, c'est ça. Voilà, parce que. C'est pas besoin, les mecs. Laissez-nous dans le mystère, comme ça on accroche mieux à la saga. Ouais, c'est pour ça qu'il cadre pas avec les autres, parce que il est pas dans le même esprit, tu vois. Et même il cadre pas, parce que les scènes d'action elles sont à chier, les effets spéciaux sont pas terribles. On va revenir sur l'épisode des singes et des fourmis. Oh purée, ouais. Mais qu'est-ce que c'est dégueulasse, mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans quand il poursuit quand il va de liane en liane. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur de scène? Avec les singes dégueulasses en plus, qui suivent. Ils sont moches. On dirait les singes de Jumanji, ils sont même si tu sais, il y a des singes. Oh non, rigole pas, ils sont quand même mieux dans Jumanji. De Jumanji avec Robin Williams.
Mais les effets spéciaux avec les singes de Jumanji, bah, ils sont mieux, ils sont plus sympathiques. Et là, c'est dégueulasse. Ouais, puis, je sais pas, puis c'est pas, tu te dis, mais ça n'a rien à foutre là, pourquoi ils suivent le convoi? Puis cette poursuite avec en bagnole, où ils sont tous les deux au bord du ravin, tu as déjà vu 1000 fois, t'en as marre quoi déjà, c'est trop long. C'est encore du revu. C'est hyper long, c'est trop long. Après, il y avait les scènes avec les fourmis là. Ah ouais, quand ils mangent le truc. Alors ça va qu'ils ont le crâne parce que ça va, les fourmis, ils passent ouais, ils contournent, ils contournent, c'est ils bon. contournent, ils s'approchent pas du crâne. Donc ça veut dire que les fourmis c'est des extraterrestres. Ils ont sous influence extraterrestre. Mais qu'est-ce que c'est dégueulasse cette scène avec les fourmis où le mec qui se fait bouffer quoi. C'est mal fait. Ouais, ils ont voulu aller dans la surenchère des bêtes dégueu pour dire ouais. Voilà, les fourmis c'est dangereux, machin. Enfin, apparemment, ils voulaient faire une espèce d'hommage au film des années 50. Tu sais que les fourmis géantes, là, qui attaquent les... Enfin, ça, c'est une volonté, hein, mais c'est pas réussi. Il y a tellement d'influence des films des années 50 que ça devient cheap. Non, puis j'ai l'impression que c'est une surenchère dans le dégueu, tu vois. Ouais, il y a pas de scène gore pour à peu près dit, mais c'est pas beau, quoi. C'est lisse, il y a plus de trucs artisanaux. Il y a pas de saveur, hein. C'est un film sans saveur. Puis il y a du numérique quasiment presque dans tous les plans, quoi. Ouais, bah, c'est les années qui veulent ça, 2008. Ouais. Mais je veux dire, si encore... Indiana Jones, il faut le faire à l'ancienne, quoi. Bah, bon, pourquoi pas les effets numériques, mais vu ce qu'ils nous ont servi comme effets numériques, ils auraient peut-être fait dégueulasse, mieux quoi. de faire Je sais pas, moi, tu peux avoir quoi d'argument parce que c'est pas un film qui m'inspire. Bah, de toute façon, c'est pas marquant. Mais peut-être que toi. Non, il y en a que 3, il y a que 3 Indiana Jones pour moi. C'est le même acabit qu'un Superman 4, ce film. Si t'avais un avis sur ce film qui est comme le mien, de toute façon. C'est de la merde. On veut. Voilà, vous avez mon avis sur le film. On veut de toute façon, moi j'ai pas trouvé le justificatif. J'étais content de revoir Harrison Ford au début, et quand j'ai vu comment ça tournait, j'ai dit non, faut que t'arrêtes mon gars, parce que là ça va être catastrophique là. Moi dès la bande-annonce, je savais que ça allait être de la merde. La bande-annonce ça allait encore. Ah non, moi je dis oh ça pue le déterré, tu sais. Ah si, ils ont besoin de faire un peu de cash, de rentabiliser la licence. Le revival, il y avait plus de 20, ça faisait 21 ans que la licence avait été laissée tomber sur le côté. Entre temps, t'avais d'autres films qui étaient apparus, on va dire. Il y avait eu Benjamin Gates et La Momie, tu sais, par exemple. Ouais. C'était tout des ersatz d'Indiana Jones, quelque part. Le Scorpion. Ouais. Avec des effets spéciaux dégueulasses, on va dire. Mais La Momie est encore potable, je veux dire, le premier. Ouais, ça va, le premier. Par contre, Benjamin Gates, c'est naze. Hein. Tu l'as vu? C'est avec Nicolas Cage. Nicolas Cage. Bah, forcément, s'il y a Nicolas Cage dedans, ça va pas être terrible. Ouais. Nicolas, tu nous écoutes, pas t'emmerde. Non, je l'aime bien, mais bon, il fait de la dope, quoi, mais c'est tout. Mais c'est vrai que on n'avait rien. On n'avait pas de figure d'aventure. Et ils ont fait revenir le truc. Rien de nouveau, à part qu'il y a une soucoupe volante à la fin. Bah ouais, mais on s'en fout de ça. Hein. T'as qu'à regarder X-Files, c'est bon. Ils ont tablé là-dessus. Ils ont dit, oh, regardez, c'est mystérieux, c'est des extraterrestres. Ouais, c'était peut-être la mode E.T., tout ça, tu sais, la zone 51, Ouais, la zone 51, c'est quand que ça a explosé? Non, c'était en 95 que ça a explosé, la zone 51. Donc, non, il y a même pas à venir dans l'actualité, ils sont même pas. Ce film, il arrive en retard, c'est ça le problème. Non, puis il y a pas. Pour moi, il y a même pas. Il aurait été bien, peut-être au niveau des années 90. La trilogie se finit. Voilà, pour moi, il y a 3 films. C'est comme Superman. Il y a le 1, 2, 3, il n'y a pas de 4, il n'y a rien. Et même le 3, il y a limite, le 3 quand même. Hein, le 3, c'est le meilleur. Non, je déconne. Non, ben, c'est vrai qu'il y a même Batman, les Batman. Après le 3, bon. Il y a que 3 Batman aussi. C'est pas un nanar non plus, Indiana Jones. Enfin, le 4. Il y a des moyens. Je vais sortir mon expression favorite. Tu l'as deviné. Mais c'est tourné avec le cul. C'est une usine à cash. C'est écrit avec le cul et c'est tourné avec le cul. Ils se sont dit, on va faire du blé, c'est tout ce qu'ils se sont dit. Bah, c'est un intérêt commercial. On va faire du nostalgique, comme fait Disney maintenant, tu vois. C'est ça Mais ça sauve pas le film. La base de fans est là, je suis d'accord. La base de fans d'Indiana Jones est là, mais ils nous servent rien derrière. Ils nous servent un plat sans saveur, avec rien derrière, et où même si les gens meurent, on en a mais rien à péter, quoi. Puis les scènes d'action, c'est du réchauffé, hein, pour moi. Les scènes, bah ouais, on a l'impression c'est une espèce de best-of des trois films. Un best-of. J'allais dire un copier-coller, mais non, t'as raison, c'est le menu maxi best-of d'Indiana Jones. Donc, il y a plus rien, et puis voilà, quoi. Puis moi, je m'inquiète parce que, bon, avant d'enchaîner sur l'univers dérivé, je m'inquiète parce que là, je vois que Disney a annoncé quand même qu'il y aura un 5e film avec Harrison Ford, qui reprend le rôle. Fauteuil roulant. Déambulateur. Déambulateur. Les déambulateurs de la mort. Un truc comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec Harrison Ford, quoi? Il va pas pouvoir sauter sur les toits, faire les trucs d'arcade, tu sais, les plateformes, et puis je sais pas, moi. Ça va faire l'effet Terminator, hein. L'effet la licence. Faut laisser reposer la licence dans un musée, quoi. Comme il disait, la saga, elle a sa place dans un musée, c'est tout. La trilogie, la saga. Il y a que la trilogie qui a sa place dans un musée. La trilogie, ça place dans un musée, hein, pour reprendre tes termes. Faut arrêter comme ça de faire du revival, du nostalgique. Du cash, c'est pour faire du cash, mais c'est tout. Ils ont sorti un film pour se faire un peu d'argent. Alors là, ils disent que c'est le dernier parce qu'il va mourir dedans. Mais quand ils ont
fait mourir le personnage d'Han Solo, j'ai rien ressenti. C'était tellement rapide, bâclé. Il y a aucune émotion quoi quand il meurt Han Solo. Il se fait percer le bide par son fils. Sabre, et puis, mais alors qu'est-ce qu'on a à foutre après il tombe. Voilà. Il y a même pas de scène d'émotion avec Chewbacca ou. À partir du moment où il y a pas de corps, il y a pas d'émotion. Hein. Ouais, c'était tellement merdique. Et puis après ils ont le culot de faire revenir dans le 9 là, dans un caméo là, hein, pour dire à son fils, faudrait peut-être que tu reviennes du bon côté quoi. Mais c'est lamentable quoi, tu vois. C'est marrant, hein, chaque épisode on fait un truc Star Wars. Mais là c'est justifié parce que c'est Harrison Ford et Han Solo. Donc Han Solo, Indiana Jones, le lien il est là quoi. Il est indissociable, c'est indissociable quoi. Et voilà quoi pour le 5e, donc c'est prévu pour le tournage va commencer l'année prochaine et puis c'est prévu pour sortir en juillet 2023. Oh là là. Mais moi je suis pas pressé de le voir quoi. Ouais, je suis pas pressé non plus. Là. Tu vois, il y a des films comme ça. Je suis fanboy, mais il faut pas déconner quoi. Certainement pas le voir au cinéma. De toute façon, ils sont peut-être même pas réouverts d'ici là. Donc tu iras le voir chez nos amis de. Ouais, chez nos sponsors. Pour ceux qui nous suivent, ils savent de qui je parle. Non, c'est pas un truc qui m'intéresse. Voilà. De toute façon, le 4 aurait été bien. Ouais, j'aurais tenté le coup. Non, que le 4, je me suis fait chier, de toute façon, c'est le dernier de tout, quoi. C'est la cuvette des chiottes, faut le dire. Ah ouais. Donc, voilà, quoi. Bon, il parlait aussi d'une espèce de remake, de reprise avec. Il y avait Chris Pratt qui était bien placé pour en parler Ninja Jones. Excuse-moi, mais Chris Pratt, il manque quand même de charisme un petit peu, quand même, le mec. Hein. Bon, après, tout dépend on va dire, de l'écriture artistique derrière. C'est vrai que moi, je trouve pas super acteur, hein, Chris Pratt. Ouais, j'ai un peu de mal. Après, il était bien dans les Gardiens de la Galaxie numéro 1, mais après, je trouve que c'est catastrophique. Hein. Mais à part ça, je l'ai jamais vu nulle part. Le Star-Lord du 2 et des Avengers, je le trouve à chier, moi. Je sais pas, il a fait quoi comme autre film? Parce que là, pour l'instant, il a fait beaucoup de comédies, Chris Pratt. Où il fait en ce moment, il est employé sur les Jurassic World. Et pourquoi pas Ryan Reynolds plutôt? Pourquoi ça pas, pourrait ouais. apporter une bonne touche d'humour. Ryan Reynolds, ouais, pourquoi pas, ouais. Il y a plein de candidats potentiels, hein, moi. The Rock alors. Non, déjà qu'il doit refaire un remake de Jack Burton, le film le film avec Kurt Russell de Carpenter là, mais non, je parlais de Jurassic World. Il joue dans Jurassic World. Je sais pas si tu les as vus les suites. Ouais, eh ben c'est vrai qu'il est pas génial non. Il est pas terrible là-dedans, franchement. Après la direction artistique de Jurassic World, elle est pas terrible non plus. Le seul personnage que j'ai aimé dans Jurassic World, c'est Omar Sy. C'est dommage qu'il soit pas bouffé par les reptiles d'ailleurs, mais bon. Ouais, c'est dommage. Mais voilà quoi. C'est pas un acteur qui. Je crois que c'est objectif quand tu parles d'un acteur, tu dis lui est bien, lui est pas bien. Mais moi je trouve qu'il manque un peu de charisme. Faut laisser sa chance. Regarde quand tu parles de puis, Robert. Tu vas passer derrière Harrison Ford, sous gâteau. Quand tu pars Robert Pattinson, il a l'air bien dans le Batman. Ouais. Donc tu vois, des fois tu peux laisser la chance. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec. C'est comme le jeune qui a joué Solo dans le spin-off. Ouais, il était pas mal aussi. Alden Ehrenreich. Non mais Alden. Alden Ehrenreich. Excusez. Ça va. Il a pas essayé de faire du Harrison Ford, tu vois. Mais il a essayé dans la continuité du personnage. Donc ils vont reprendre Alden Ehrenreich pour Indiana Jones. Ouais, bah sinon, non. Ouais, le 5, clairement, non, je vais pas le voir. Non, c'est pas du tout. Le 4, moi je vous le conseille pas non plus. Par contre, la trilogie, allez-y. Pas les yeux fermés, sinon vous allez rater des passages. Mais allez-y. Ouais, avec un petit peu une réticence pour le 2, mais bon. Mais ça passe quand même. C'est pas grave, regardez les 4, comme ça vous aimerez le 2. C'est vrai que si t'aimes pas le 2, tu regardes le 4, tu dis c'est vraiment bien le 2. Vraiment très bon le 2, hein, franchement. La scène avec les plateformes et tout ça, c'était vraiment bien. On va pas s'étaler, mais c'est vraiment mauvais, c'est vraiment oubliable quoi. Moi je l'ai en DVD, mais je crois que le DVD il va prendre l'étoile d'araignée parce que je vais jamais le bouger quoi. Moi je l'ai en DivX. On va rentrer dans une phase où que les gens connaissent un peu moins quoi, parce que là ça va être quand même plus confidentiel. Il y aura vraiment que les fanboys comme toi et les gens un peu plus au courant qui vont connaître. Donc on va commencer par parler de la série, si tu veux bien. Moi j'ai vu l'intégrale il y a longtemps. Allez, moi j'en ai marre, je me casse. Je veux pas en parler. Les aventures du père Castor. J'expliquerai pourquoi tu dis ça après, parce que bon, tu balances des vannes, mais tu l'expliques pas derrière. Ah, mais je vais comprendre derrière, t'inquiète. Donc voilà, cette série qui est produite par Rick McCallum et George Lucas, justement, qui voulait une série assez pédagogique et ludique. Et c'est ce qui n'a pas marché avec la série, parce que c'est pas ce qu'on attend d'un Ninja Jones. Non, c'est pas ce qu'on attendait, en fait. Et, en fait, le spectateur était un petit peu désarçonné. C'est-à-dire qu'il attendait une quête par épisode, à mon avis.
C'était ça qu'il voulait. Ou alors une quête en fil rouge. C'est ce que j'attendais quand tu m'as montré la série. C'est ça. Donc, bon, je vais vite présenter avant présenter la série dans son côté technique, hein, si tu veux bien. C'est-à-dire que on a des épisodes qui sont écrits par le scénariste Frank Darabont. Alors, Frank Darabont, il est connu parce il a réalisé beaucoup d'adaptations de Stephen King, notamment Les Évadés et La Ligne Verte. Je sais pas si tu les as vus, ces films-là. La Ligne Verte, je l'ai vu. Ouais. Très grand film. Il y a aussi The Mist aussi, très bon film. Déjà un peu moins. Ouais. Donc, Stephen King, je pense que tu t'aimes bien dans Stephen l'ensemble. King, j'aime bien le... Donc au casting, on retrouve déjà Sean Patrick Flannery dans le rôle du Indiana Jones période adolescence, donc qui se situe entre 1916 et 1920. On a notre ami Ronnie Cooter là, que tu connais peut-être aussi. Alors lui, j'aime bien Ronnie Cooter, mais c'est normal. Enfin, il est belge. Mais il est né en fait à Verviers, pas loin, et il a habité Tourcoing pendant une sacrée période, donc c'est plus ou moins un ch'ti en fait. Ouais, c'est ça, il est dans la culture locale, on va dire. Hein. Culture locale, ouais. Mais il avait une émission où il faisait un peu de cuisine aussi. C'est ça. Avec, Et il avait un restaurant à, je sais plus dans quelle ville. Il avait un restaurant. Ouais. La ville, je ne saurais pas te dire, mais il avait un restaurant. Et Ronnie Cooter, c'était un nom, quoi. C'était un peu comme Raoul de Gortvalvel, mais en plus connu. Ouais, il fait partie du patrimoine un petit peu. C'est du patrimoine, c'est du patrimoine Nord-Pas-de-Calais. Donc on est un peu triste parce qu'il a fini un petit peu de triste manière, hein. Il s'est suicidé. Donc Ronnie Cooter, je trouve qu'il a vraiment un rôle important dans la série. Puis c'est, à part dans les épisodes de la fin, mais sinon c'est un bon bonhomme, quoi. On voit que c'est le bon gars, quoi. Ouais, c'est le bon gars. Tu le vois, tu as envie de partir en aventure avec lui. D'ailleurs, ce qui finit par arriver. Et puis dans le rôle ça c'est la période adolescence. Puis dans le rôle, dans le côté 1908-1910, je vais dire enfant, c'est le jeune Corey Carrière. Alors moi, franchement, les épisodes de Corey Carrière, je les trouve pas passionnants. Je trouve que le gamin est un petit peu insupportable. Puis j'ai l'impression de regarder un Hercule Poirot. Hein. Ouais, ça c'est mou, mais bon. C'est mou. Mais pour revenir à ces épisodes, on va un petit peu... on va dissocier les deux périodes, parce qu'il y en a quand même une qui est meilleure que l'autre, faut le dire. Déjà, c'est traître. Hein. C'est des épisodes qui sont très traîtres, parce qu'on nous commence avec un premier épisode où il y a ado. Le pilote, ouais. Voilà, puis après on nous décale un jeune. Hein. Un petit jeune de 8 ans. Ouais, c'est parce qu'il y a la liaison avec l'histoire l'artefact du chacal, je sais pas quoi. Moi je trouve qu'on m'a menti. Hein. On m'a pris pour un con. T'as été arnaqué sur la livraison, c'est ça? Arnaqué. J'ai eu l'impression de regarder un Indiana Jones Wish. Hein. Donc le tournage s'est fait dans 36 pays, donc on voit beaucoup il y a beaucoup d'arrière-plan et tout ça. C'est très soigné au niveau de la direction artistique, ça. Pas de problème. La qualité d'image, pour l'époque, c'est top. La direction artistique, elle est bien. Mais on voit qu'il y a des moyens. On n'est pas dans la patte télévisuelle pour moi. Ce que j'allais dire, c'est pas du Sidney Fox ou des conneries comme ça. C'est-à-dire que c'est beau, les paysages, les décors. Il y a une amplitude dans la mise en scène, tout ça. Ouais. Ils exploitent le décor à fond, naturel. Quand t'as pas des épisodes qui sont un peu trop bavards ou huis clos, tu vois, comme ça peut être. Les épisodes en Afrique quand il est jeune, bien. Ils sont franchement bien. Donc en fait, bien visuellement. T'as pas aimé les intrigues? Si, moi j'ai aimé l'intrigue en Inde, mais sinon c'est tout. D'accord. Sinon 24 épisodes et 8 téléfilms, donc entre 1992 et 1996. Donc donc on va venir au cœur du truc, hein, parce qu'il y a cette période où il y a enfant, là il y a accompagne ses parents, là, d'ailleurs on voit ses parents dans la série. C'est pas Sean Connery. Hein. Non, c'est Henry et puis Anna Jones, donc ses parents, et puis là il est avec une espèce de gouvernante qui s'appelle Hélène Seymour. Mary Poppins. Qui est un petit peu autoritaire, hein, des fois, donc elle doit veiller sur lui. Mais c'est la caricature de la nounou anglaise. Hein, c'est ça. Donc lui il est un petit peu dans une famille aristocrate, hein, Indiana Jones quelque part. C'est des riches. Hein. Faut annoncer, faut appeler un chat un chat. C'est le haut standing, donc lui il voyage. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes avec Corey Carrière, parce que je vois mal tenir sur une saison, quoi. Tu vois. En as trop pour moi déjà. Mais après, avec Sean Patrick Flannery, il y a un peu plus de rythme, moi je trouve. Même si il y a beaucoup d'épisodes qui sont inégales au niveau du rythme. C'est-à-dire que t'as des épisodes qui se déroulent, par exemple, à Londres, ou je sais plus, ou dans des pays des Carpates, ou en Europe centrale, où là, t'as des intrigues qui sont vraiment lentes, qui sont vraiment bavardes. C'est des intrigues de sitcom, c'est-à-dire qu'il se passe rien pendant 30 minutes, et les 10 dernières minutes, c'est là où il y a... Et encore, j'ai du mal à dire l'action. C'est là où il y a le dénouement. Mais sinon, c'est blablabla, et 10 minutes de à peu près action. Lui, c'est l'histoire, c'est qu'il arrive au Mexique, et puis il fait pote avec Rémi Baudouin, qui est joué par Ronnie Cooter. Et donc, eux, ils décident d'aller partir en Europe pour s'engager justement dans l'armée française. L'armée belge. Belge, pardon. Oui. Donc lui, il change un peu de nom, il s'appelle plus Henry Jones,
je sais plus, il s'appelle Richard Défense, enfin il change de nom plusieurs fois. Jean-Claude Van Damme. Il dit CVD, Benoît Pelvard. Jacques Brel. C'est-à-dire que lui, ils vont s'engager dans l'armée, puis ils vont se retrouver. Il y a des beaux épisodes qui passent pendant la guerre, notamment il y a la bataille de Verdun, tout ça. Enfin, il y a c'est une série qui est marquée par un arrière-plan historique très fort, quoi. C'est ça le truc. Ouais, Si t'accroches pas déjà au niveau de l'histoire. Mais le mec qui a rencontré Freud et Picasso et je sais pas, j'ai une connerie. Mais c'est des rencontres du hasard, quoi. Et Johnny Cochrane et j'en sais rien. Enfin, qui a rencontré tout le monde. Non, il y a un moment qui croit plus. Picasso, Freud, de Gaulle ou Pancho Villa, tu vois. Ouais, Pancho Villa, il a rencontré tout le monde, le mec. Ouais. Prenez-moi pour un con, que vous y êtes. Même c'est vrai rencontré le président des États-Unis. Il rencontre beaucoup de célébrités. C'est un peu les facilités des épisodes, je dirais. Ouais. Mais après, moi j'ai beaucoup aimé. Je t'ai dit, moi je t'ai conseillé quelques épisodes. T'as pas aimé, bon, tant pis. Il y a cette espèce de trilogie en Afrique, moi que je trouve passionnante, avec l'histoire du train qui doivent arrêter avec quand ils se battent contre les Allemands et tout. Mais après, il rencontre le professeur Schweitzer qui est un grand savant du XXe siècle, par exemple. Et puis je t'avais conseillé aussi qu'est-ce que je t'avais conseillé? Celui avec le blues. Ouais, alors c'est celui-là, c'est spécial parce qu'il y a Harrison Ford qui fait l'intro et la conclusion en fait. Donc il reprend, il est barbu et puis il reprend il y a une espèce de poursuite. Mais c'est juste pour l'histoire du caméo, quoi. Même ça sauve pas le film. Non, ça sauve pas le film, mais ça fait plaisir, quoi. Je suis désolé, dans tous les épisodes, parce que ma blague sur le père Castor tout à l'heure, c'est parce que c'est un vieux qui raconte sa vie aux mecs qui ont rien demandé. Donc c'est Indiana Jones qui a 93 ans, quoi. Qui a 90 ans et il raconte sa vie à des petits jeunes ou à des mecs et comme ça. Puis c'est là, ça devient les aventures du père Castor. C'est à peine s'il dit assis-toi sur mes genoux, je vais te raconter une histoire. Ouais, c'est ça, il raconte ça aux jeunes ou qui ils croisent dans un bus ou ils creusent n'importe où, quoi. Au musée, dans un bus, à l'hôpital, n'importe. Mais même dans un restaurant. Enfin. Ça a été supprimé parce que c'était un petit peu trop lourd. Je crois que c'était une volonté quand même de Lucas de faire ça, de faire une introduction, tu sais, avec ces personnages. Et cette fois dans le Mystère du Blues, où justement il rencontre Elliot Ness, Al Capone et le musicien Sidney Bechet, par exemple, je sais plus. Là, il y a un peu plus d'action, je dirais. Oh non, mais il y a aussi c'est bavard. C'est bavard, mais il y a quand même une histoire, quoi. Mais il y a aussi l'histoire Capone et tout ça. Moi, je trouve que c'est pas mal développé. Mais c'est vrai que les épisodes qui font 1h30, généralement, ils sont plus réussis que les épisodes qui font 45. Clairement, oui, les épisodes, on va dire téléfilms, sont mieux réalisés. Ça reste pas un grand film quand même. Par exemple, si tu prends les téléfilms, ils sont mieux qu'Indiana Jones 4. Hein. Là, y a pas photo. Oui. Voilà. Bah, il y en a un qui se rapproche un petit peu de l'esprit c'est le trésor de l'œil de Pan quand ils arrivent sur l'île avec Ronnie Cooter qui doivent trouver je crois que c'est peut-être le meilleur de toute la série, celui-là. Ouais, ils doivent trouver un trésor et là, c'est Indiana Jones laisse tomber parce qu'il sait que de toute façon, qu'il le trouve ou qu'il le trouve pas, il fera ce qu'il veut. Et c'est là qu'ils se séparent, quoi, finalement. C'est là qu'ils se séparent. C'est là qu'on voit et après, il y a plus de transition. Après, c'est directement il revient en Amérique et puis il est tout seul, quoi. Et c'est vrai qu'une fois qu'il est plus avec Ronnie Cooter, ça perd un peu de sa saveur, quoi, la série. Il était attachant. Faut dire ce qu'il faut, Cooter, il était attachant. Ouais, donc voilà, quoi, Harrison Ford qui fait une petite apparition, il se bat contre des espèces de resellers qui veulent se récupérer une espèce d'artefact indien avec son pote indien, il y a une poursuite. Il utilise pas son fouet, mais c'est un peu pépère comme scène, hein, mais c'est sympa, quoi. Je crois qu'il a voulu faire plaisir à Lucas, il dit je vais apparaître dans ta série là parce que. Et en quelle année il est sorti cet épisode? C'était en 93 cet épisode. Ah ouais, donc il lui a même pas fait le chantage, viens je te refais un film derrière. En fait, il est en train de tourner Le Fugitif, qui est un bon film aussi. Hein. Mais pour terminer sur, il y a pas mal d'acteurs qui ont été convoqués au niveau casting. Outre Harrison Ford, on a par exemple Daniel Craig qui fait une apparition, Max von Sydow, Bernard Fresson, l'acteur français, Christopher Lee aussi. Puis t'as Catherine Zeta-Jones qui apparaît aussi dans l'épisode sur la Palestine. Voilà, quoi. Puis t'as même l'empereur en personne qui fait un rôle, Ian McDiarmid. Par contre, ce qui est, j'ai du mal à dire bien, ce qui est correct dans cette série, c'est il y a vraiment, mais alors beaucoup de thèmes abordés. Quand tu prends les épisodes sur l'Afrique, il y en a, c'est est-ce qu'on doit abandonner un enfant à son sort quand t'es en situation de guerre. L'épisode hors Inde, c'est qu'est-ce que c'est la religion en fait. Ça pose beaucoup de questions. Il y a quand même des réflexions à avoir. Ah il y a un fond, qui est parfois philosophique, politique. Picasso, c'est qu'est-ce que l'art, c'est quoi l'art. Il y a toujours une question philosophique. Si vous allez au-delà, si vous arrivez à aller au-delà du côté plan des scènes, il y a toujours un angle de réflexion. C'est quoi l'amour, quand il rencontre Freud ou des trucs comme ça. Faut-il aller au bout de son amour ou vivre sa passion? En même temps, un gamin de 8 ans, bon, d'accord. Mais... Quand tu as 16 ans, bon, t'as l'épisode à Londres où tu vois, il y a tombe amoureux, chose derrière. Quand avec le Pancho Villa, c'est
quand tu arrêtes de croire en une cause, trouve-toi une raison de trouver une autre cause. Ouais. Il y a quelque chose, et ça permet d'avoir une conclusion, une petite morale à chaque fin d'histoire. Ouais, bah finalement, bon, t'as argumenté en faveur de la série, quoi, un petit peu quand même. Même si tu trouves que c'est pantouflard au niveau de la mise en scène. Non, mais pour moi, c'est pas du Indiana Jones, c'est tout. Ah ouais. La série, tu m'aurais dit que c'est Jean-Claude Duss, c'est le principal, c'est Raymond que Durand ou des trucs comme ça m'aurait été. Ils auraient mis un autre nom, ça aurait mieux passé peut-être. Bah, ils auraient mis un autre nom, personne n'aurait entendu parler. Ouais, c'est sûr. Là, faut être honnête. Faut être honnête, hein, la série n'a pas du tout marché. Hein. Il y a un coffret qui est sorti aux États-Unis, un coffret spécial, mais il y a aucun coffret en DVD. Il faut que tu ailles sur les réseaux parallèles pour trouver les épisodes, quoi. C'est ça le problème. Bah, les épisodes seront tous estampillés France 4. Ouais. Hein. Donc c'est vrai que heureusement que France 4 les a diffusés parce que sinon on les aurait jamais vus. DVD pas trouvé, Blu-ray pas trouvé et en VOD pas trouvé. En cassette, ils ont sorti quelques épisodes, mais ils ont pas sorti tout l'intégrale. Donc on a fait aucune promotion, alors que la série avait véritablement une vocation pédagogique, quoi, tu vois. Il y a quelque chose à retenir de la série, mais c'est parce qu'encore une fois, ils ont voulu tabler, ils ont voulu faire une série où ça racontait des choses, et comme ils se sont dit, ça va pas marcher cette connerie, ils ont mis Indiana Jones. Ils ont mis l'estampage Indiana Jones. Ils ont mis l'estampe Indiana Jones. Donc il fait un peu suite à l'introduction de la dernière croisade avec le jeune Indiana Jones, quelque part avec. Mais c'est vrai que ça aurait été plus subtil de mettre les points d'origine dans la série, tu vois, d'éparpiller le fait que le fouet, la cicatrice. Ouais, bon, je suis pas convaincu parce que pour moi, je te dis, je me répète. Hein, non, mais ça aurait été un argument comme ça, quoi. Ouais, mais encore, ça aurait fait juste coucou les fans, quoi. Ouais. Là, c'est vrai qu'ils font pas trop. Il y a pas de fanservice, hein, complètement. Il y a très peu de. Il y a juste 2 épisodes où il se sert du fouet, et encore. Il y a encore. Ouais, mais il n'y a pas de fanservice. Bon, il y a le chapeau, hein, bien sûr. Parce après, il y a juste qu'il y a souvent le cri, le fameux cri, quand il jette quelqu'un. Ah ouais, le cri de Willem, tu veux dire. C'est le cri de Willem qu'on entend dans Star Wars. Partout, hein. Ouais. Il est reconnu, celui-là. Il est reconnu comme. J'ose même pas le mettre, j'ai peur de me faire striker juste pour ça. Cri de Willem, droit d'auteur, réclamation pour droit d'auteur. Alors regardez, mais je vous le mettrai pas. Voilà, tout vous pouvez dire pour la série. Mais moi, je conseille de la regarder. Ne vous faites pas dans l'idée que ça garde l'esprit Indiana Jones. C'est si ça, vous aimez Hercule Poirot, si vous aimez les Agatha Christie, si vous aimez... Oh, je mettrai pas à ce niveau-là, quand même. Si vous aimez les Jessica Fletcher, l'ambiance, c'est pareil pour moi. Ouais, mais c'est pas des films de série, il y a quand même de l'action, quand même. Ah, pour moi, c'est du même acabit. Ouais, mais t'as pas vu tous les épisodes aussi. J'en ai vu assez pour me faire chier. Donc, pour moi, c'est du même... Moi, je dis, il y a quand même de l'action, il y a de la réflexion, il y a un peu de philosophie. La réflexion de la philosophie, c'est pas une série... C'est pas creux, quoi. C'est pas une série creuse, ils essayent de t'amener une réflexion. Alors des fois c'est mal amené, mais c'est au moins le mérite d'essayer. On va passer à un autre truc, là. Est-ce qu'on peut peut-être enchaîner sur les jeux vidéo ? Étant donné que j'y ai pas joué, il y aura pas grand chose à dire. Ouais. Sachant qu'en plus c'est dommage, quoi. Je veux dire, les Indiana Jones, les films, on parlait tout à l'heure des scènes avec les wagons, des scènes avec les canaux, les bagarres, les aventures, tu trouves des pays. Il y a de quoi faire des bons jeux, on est d'accord ? Bah ouais, mais bon, là on va commencer à faire un petit peu la liste. Donc premier jeu, c'est en 1982, c'est sur l'Atari 2600, c'est Raiders of the Lost Ark. Les aventuriers de l'Arche perdue. Ouais, donc déjà, tu vois, au niveau graphisme, c'est un petit peu primitif. Hein. T'as un petit bonhomme qui Atari monte. 2600, ce sera forcément. Tu le vois à peine. Voilà. T'as des conflits dans l'image en plus. Tu parlais de l'imaginaire, là, si vous avez pas d'imaginaire, jouez pour un jeu d'Atari 2600. Donc disons que c'est primaire, mais. Pitfall est mieux réalisé. Ouais, c'est ça. T'as l'impression que Pitfall, c'est un Indiana Jones. Ouais, et puis c'est la même période en plus. C'est c'est 82, 83, mais disons que bon, c'est un point de départ, on va dire. Après, t'as l'adaptation de Temple of Doom, tu sais, par exemple sur Commodore 64 ou PC, où là t'as une partie arcade. Il y a une partie arcade, mais la jouabilité elle est pas terrible, c'est-à-dire que par exemple pour donner les coups de fouet, c'est quand même ton arme principale, t'as un mouvement décomposé en 3, ce qui fait que t'arrives jamais à toucher une cible. Puis c'est moche quand tu me donnes un coup de fouet, t'as l'impression que ton bonhomme c'est Spider-Man plutôt que Indiana Jones. C'est-à-dire que tu lances le coup de fouet, t'as fait quand c'est qui faisait ça. Ouais, puis le bras bouge pas, mais le fouet bouge. Ça fait le fouet il est droit. Du fouet il est droit, il part droit tout de suite. Je sais pas, tu manipules le fouet et ça fait... bref, c'est un peu mieux que Raiders, le précédent. Ouais, mais il y a plus de matière. La Commodore est quand même plus puissante. Hein. Ouais, mais je veux dire, il y a quand même un environnement qui est sympa, quoi. T'as un scrolling, t'as un jeu de plateforme, t'as les bonhommes à éviter, tu sais, parce que t'as plein de mecs qui viennent t'emmerder. Et puis t'as le jeu des wagons, quoi, tu dois éviter les wagons et tout. Quand tu vois ce qu'ils faisaient à l'époque sur la Commodore, voilà, ça reste plat, ça reste un jeu on n'est pas encore au niveau de l'Amstrad. Qui a été codé avec le cul, quoi. Ouais.
Disons qu'il faisait avec la possibilité, mais quand tu non, veux... il faisait en fonction de ce que les mecs ils disaient, voilà, faut faire un jeu Indiana Jones, ouais, vous voulez quoi dedans? Eh ben vous vous démerdez, c'est pas mon problème. Ah, si t'as pas de direction artistique dans ton jeu, c'est comme Là, un c'est film. Commodore, mais la version PC, elle est beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus de couleurs et tout. Il y a une version qui est en point and click. Là, Ouais. par contre, ils ont eu des directives. Ouais, mais ça c'est après. Ça, Ouais. j'y viens, quoi. Mais C'est après, quand... les versions où il y a eu des directives sont Ouais. correctes. Sinon, c'est de la merde. Ouais, disons que on entre de plein pied chez LucasArts, et c'est là que ça commence véritablement les jeux, les point and click, avec Last Crusade. Où là, t'as des versions Amiga STPC où vraiment t'as de la couleur, t'as du mouvement à l'écran, t'as une interactivité du joueur, c'est-à-dire que t'es sur l'écran, t'as ton bonhomme qui est au milieu, tu cliques sur une partie de l'écran pour aller chercher un objet avec des directives en dessous, tu sais, parce qu'avant le jeu de rôle, il fallait tout taper à la main. Genre, il y a eu un Indiana Jones en jeu de rôle où tout Aussi. était tapé à la main. Ouais, ça je l'ai vu aussi, ça. Alors ça, c'était... Ouh. Alors, si tu Faut l'achetais quand aux même un grand États-Unis... pouvoir d'imagination, quoi. Ouais, puis un très bon niveau en anglais. Parce qu'il était pas traduit en C'était français, pas le ouais. cas à l'époque. Ouais. Mais si tu prends Last Crusade, déjà quand Ouais. ça s'appelle The Graphic Adventure, C'est c'est-à-dire ça. qu'on te vend la capacité graphique plutôt que le jeu. Ouais, parce qu'il y avait deux versions. Il y avait The Action Game, que moi j'avais sur Amstrad. Donc le Action Game, c'est un jeu d'arcade tout simple. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'énigme. Tu dois sauter d'une plateforme à l'autre. Donc t'as la scène avec Indiana Jones qui est sur le train, par exemple. Ou bien t'as la scène Indiana Jones où il y a Venise, ou je sais pas quoi, Ouais, bon. où il y a des scènes d'action, quoi. C'est bien fait, hein. Moi je trouve que c'était très, très, très bien fait au niveau animation et tout. Ouais, mais au niveau Mais, jouabilité, c'est du caca. Ouais, ça allait, moi je trouve que c'est pas mal. Mais voilà, quoi, mais c'est vrai que quand on commence à faire du point and click, là c'est plus intéressant parce que vraiment tu te plonges dans l'aventure, t'as une immersion. Là, t'as une immersion, Ouais. tu te sens plus... c'est pas un jeu de bourrin, faut réfléchir quand même. Ouais. Bon, même si les énigmes sont quand même simples. Ah, simple pas tout le temps, hein, parce que des fois il faut que tu combines plusieurs objets pour que... Ouais, mais je trouve pour que avoir une réponse, quoi. par rapport à un Myst ou un truc comme ça, c'est plutôt simple. Ah ouais, Myst, ouais. Voilà. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, quoi. Et d'ailleurs, le point and click, c'était Atlantis, je crois. Bah, c'est le suivant qui arrive, là. C'est, Atlantis, lui, a bien marché. Par il est contre. bien celui-là, moi je l'aime Ouais. bien, je l'ai en jeu. Celui-là, malheureusement, j'ai euh, pas pu y jouer, mais donc, de ce qu'on m'en a dit, était plutôt pas mal. Très bon. Vraiment, franchement très bon. J'ai Puis essayé que les jeux de merde. moi. compliqué quand même, hein. Assez compliqué à résoudre. Fate of Atlantis, qui est sorti en 92, je crois. Ouais, Fate of Atlantis, ça a été considéré longtemps par les fans comme le quatrième Indiana Jones, vu que c'était un scénario original qui faisait suite à la Struchet, tu vois. Voilà, comme je disais, si t'as une direction artistique qui dit exactement quoi faire et qui Mhm. dit où elle part, où elle veut arriver, Ouais. bah, ton jeu sent moins la merde. Ce qui est bien avec Fate of Atlantis, enfin j'y reviendrai avec la partie comics tout à l'heure, c'est qu'ils ont sorti un jeu, mais en parallèle ils avaient sorti un comics. Donc tu pouvais un petit peu te fier aux indices qu'il y avait dans le comics, tu vois, pour avancer dans ton parchemin, quoi, dans ton cheminement. Ouais, puis c'est bien, ça te permet de te vendre deux supports au lieu d'un. Ouais, c'est sûr en plus. C'est là Argent. que je vais dire que c'est des années 90 que vraiment Indiana Jones est devenu un petit peu une licence rentable, quoi. Ouais, et puis il y a eu grâce à l'arrivée, on va dire, massive de la distraction à domicile par les magnétoscopes et peut-être même les premiers lecteurs DVD, il y a eu un regain pour Indiana Jones. Ah, les années 90, c'est plus tard le DVD, C'est non? plus le magnétoscope. Le On était DVD, encore la VHS, hein, 90. 2000, DVD, on était bien dedans déjà. Ah bon, tu parles? Donc, Je crois que la VHS, elle est encore bien. ah oui, la bien VHS ancrée, a, hein. a bien résisté. Mais par contre, le niveau des machines et des graphismes, il commençait à évoluer là, dans les années 90. Ça reste On encore. avait plus de couleurs et tout. Hein. Ça reste encore un peu Il y avait des faible, beaux- encore un peu limité. Il y avait des beaux moteurs, quoi. Voilà. Par contre, les jeux de maître qui ont des moteurs graphiques Ah ouais, qui tuent, voilà, Hors ça peut concurrent, plus ouais, c'est plus pareil. Hein. Non, c'est plus pareil. Bon, après, il y a eu d'autres jeux de Lucasfilm qui sont sortis sur la même base. C'est The Infernal Machine. Alors là, on n'est plus du tout dans le point and click, hein, on est plus dans le jeu de RPG, tu sais, avec le personnage qu'on voit de dos et qui doit aussi passer des énigmes, qui doit se battre avec des adversaires et tout. Donc vraiment une variété, tu vois, un peu plus d'immersion, j'ai envie de dire. Ouais, non, celui-là, je connais pas trop. Ouais, tu connais pas. Et ensuite, il y a la tombe l'Empereur tombe, The Emperor tombe et Staff of Kings. Alors, je dis tout en anglais, hein, parce que là, le tombeau de l'Empereur et le sceptre des rois et la Le machine Sceptre des Rois infernale. qui est sorti sur Ouais. PlayStation, il me semble. Ouais. Je crois que je dirais là. Ouais, après, ils sont sortis sur PC, hein, sur PC et sur console. Hein. Bah, tu vois, là, t'arrives dans des jeux où ils ont déjà un meilleur moteur graphique. Ah, c'est Tu sûr. prends la Wii ou la PlayStation 2. De toute façon, quand tu vois la différence esthétique entre la machine infernale et le tombeau de l'Empereur, c'est plus pareil. T'as plus cette espèce je dirais, de 3D cubique qu'il peut y avoir sur le personnage, tu sais. Là, t'as un peu plus de réalisme dans le graphisme. Ouais, mais malheureusement, le gameplay est pas au rendez-vous.
Non. Mais ça marche quand même, comme je trouve. Il y a des jeux qui marchent dans l'ensemble. Non, pour moi, les seuls jeux Indiana Jones qui ont, on va dire, un gameplay vraiment plus que correct, c'est la licence qui a été ultra rentabilisée des Lego. Ah ouais, c'est les Lego. Voilà. Ah ouais, niveau fluidité, ouais, c'est bon. Ouais, fluidité, jouabilité, je suis désolé. Ouais. Un Lego est beaucoup plus jouable, par contre, scénario, c'est de la merde. Ouais, disons que ils avaient cette qualité, on va dire, les jeux LucasArts, c'est de proposer quand même des scénarios assez complexes, avec des énigmes qui sont assez corsées des fois. Après, Lego, ça s'adresse aux gosses, donc forcément, ils ont fait des énigmes. Donc ça, c'est simplifié, c'est C'est logique. ultra simplifié, puis c'est facile, puis c'est pas basé que sur le coop, donc c'est des trucs que tu peux faire tout seul, donc t'avances plus vite dans le jeu. Et si tu veux par exemple un jeu Indiana Jones est immergé, incarner le personnage, parce qu'il y en a plus comme ça de jeux Indiana Jones où il pourrait faire un jeu Indiana Jones plutôt que refaire des Metal Gear, des trucs à foison, quoi, parce que c'est beaucoup de dérivés de licences maintenant, tu vois. Là, je suis pas d'accord avec toi, parce que quand tu regardes les scores de vente des jeux Indiana Jones, je crois que tu préfères ressortir un Metal Gear. Ah ouais, mais ça c'est une option commerciale. Ah ouais, mais est-ce que ce serait pas une bonne idée de ressortir un jeu d'aventure? Non, donc tu me diras maintenant il y a Uncharted et Tomb Raider, donc t'as Tomb Raider qui surfe parce que ça s'appelle Tomb Raider, t'as Uncharted qui sont prêts à faire une méga promo, après t'as les Cyberpunk qui regardent Cyberpunk de maintenant. Il y a eu un scandale, il paraît. La version PC elle est plus que correcte, et les versions PS4, PlayStation, voire même Xbox, sont pas géniales. Dégueulasse. Donc tu vois, tu peux surfer, essayer de créer une licence. Le problème, c'est que la licence Indiana Jones a été tellement pas terrible avant au niveau des jeux vidéo, plus compliqué de faire quelque chose. Il n'y a jamais eu trop d'engouement autour de ces jeux, j'ai l'impression. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui attend un jeu Indiana Jones. Non, c'est sûr. Mais par contre, quand il y a un nouveau jeu Star Wars, là, il y a de l'engouement, tu vois. Voilà, mais Star Wars, encore une fois, c'est une machine à cash qui est beaucoup plus puissante qu'Indiana Jones. Il y a plus d'influence, on va dire. Puis il y a plus d'univers. Mais peut-être aussi que les joueurs, ils ne vont pas se prendre la tête non plus à résoudre des énigmes et tout, qui préfèrent l'action et après, les virtuels. On est dans une société où on joue en ligne, tu peux pas faire un jeu d'énigmes en ligne. Il faut du massif multijoueur, il faut des jeux de bourrin. Faut des gens qui s'entretuent, qui se bastonnent, c'est un peu ce que je reproche aux jeux vidéo maintenant, c'est que ça flatte un peu l'instinct primaire, quoi. Puis t'as plus de difficultés extrêmes dans les jeux vidéo parce que les continus sont... Avant, si tu perdais 5 fois, tu recommençais ton jeu à 0. Maintenant, tu recommences autant de fois que tu veux. Ouais, c'est ça, t'as une sauvegarde automatique et tout. Ouais, c'est un peu dommage parce que moi je trouvais que il y avait des bons concepts dans les jeux LucasArts. Il y a des bons concepts, mais si tu t'en donnes pas les moyens avec la direction artistique et que c'est codé avec le cul, c'est pas la peine, tes jeux vont bider. Même refaire un jeu, tu sais, style Indiana Jones, je vois Greatest Adventure sur Sega par exemple, où c'était purement un jeu d'arcade, mais elle a dit une niveau de difficulté, c'est horrible parce que il y avait une sauvegarde, mais quand t'arrives, par exemple, tu te passes un niveau, que t'arrives par exemple à la moitié d'un niveau ou presque à la fin, tu reviens au début. Mais à l'époque, les jeux, j'ai bien aimé, il fallait les rentabiliser comme on pouvait. Si ton jeu était court, il était dur. Si ton jeu était long, il était facile parce qu'il fallait le rentabiliser tout simplement. Donc les jeux qui sont durs avec on va dire la vitesse ou la jouabilité, c'est parce qu'il fallait le faire durer tout simplement. Ouais, voilà quoi pour les jeux vidéo. Là je vais être un petit peu en solo vu que je vais parler des romans et des comics. Bon, je vais essayer de pas trop m'étaler parce que sinon je vais me prendre la tête. En France, il y a pas eu comme on disait, il y a pas eu cet engouement pour Indiana Jones en France. L'univers étendu Star Wars en France commence à être connu parce qu'il faut placer Star Wars à chaque machin, c'est fait. Mais par contre, l'univers étendu Indiana Jones, à part toi, moi je connais personne. Ouais, non, mais c'est sûr que moi je suivais un peu les romans qui sont sortis en France. C'est-à-dire qu'il y a des romans qui ont signé Rob McGregor, Martin Caidin ou Max McCoy qui étaient sortis chez, on va dire, chez la collection Pocket et maintenant qui sont disponibles chez Milady. Alors c'est tous des romans qui se situent 10 ans avant les Aventures de l'Âge perdu. Donc on va dire que Indiana Jones a 25 ans par là, quoi, tu vois. Enfin, entre 25 et 30 ans. Donc il est pas encore bien installé comme archéologue. Disons que c'est un peu... j'ai du mal à dire un novice parce que il a jamais arrêté... C'est après la série, mais c'est avant les films. Voilà, il n'est pas encore le baroudeur... c'est ça. Voilà, il commence à barouder, il a pas assez de confiance qu'il a dans les films. Voilà, exactement. Il manque encore de... La maturité. Maturité, bien sûr. Comme j'en ai pas, j'ai du mal à le trouver. Voilà, donc ça décrit un peu des quêtes, on va dire parallèles, parce que il faut étaler quand même le business. Donc il peut se retrouver par exemple à la enquête de l'Arche de Noé, par exemple, ou de la pierre
philosophale. Et Je sais pas ce que c'est que la oui, pierre bien philosophale. sûr, quelqu'un qui était tellement riche qu'on croyait qu'il avait réussi à transformer le plomb en or. C'est ça. Non, mais c'est pas Fleming. Non, Flamel, Nicolas Flamel. Ouais. Non, Fleming, c'est En James fait, Bond. ça c'est la formule. Mais il parle de pierre philosophale qui en fait touche une pierre qui transformerait les métaux en or Alors, justement. on se rapprochait plus d'une main de Midas alors. Ouais, un truc comme ça. Enfin bref. C'est-à-dire qu'on reprend dans Indiana Jones, on reprend les écrits les écrits bibliques, on reprend tous les grands mythes du monde entier, que ce soit le médiéval ou japonais ou comme là, il peut partir aussi à la recherche de la toison d'or avec Jason et les Argonautes, tu vois. Mais il y a de la matière. Hein. Indiana Jones, il peut repartir à la recherche à partir du moment, de toute façon, où il est parti à la recherche de l'Arche d'Alliance. Ouais. Il y a rien qui, voilà, tout est possible. Tous les mythes s'enclenchent. En fait, il est dans un monde où tous les mythes existent. C'est ça en fait. Tout a existé, tout est resté secret, mais ça existe. Mais ça existe. Ouais. Mais il faut c'est rechercher. Ça un peu Il faut avoir une connaissance. Ouais, c'est ça. Donc voilà quoi. Mais après, t'as une collection qui est sortie chez Bibliothèque Verte. Je sais pas si tu connaissais un petit peu cette. Il y avait le Club des 5 et tout ça. Non, moi, niveau couleur, je connais que le téléphone rose. Donc Bibliothèque. Il y avait aussi Bibliothèque Rose d'ailleurs, avec toutes les histoires de Goldorak et tout. Pour ceux qui se remémorent un petit peu nostalgique. Mais Bibliothèque Verte, c'était plutôt un truc éducatif avec plein d'histoires. Là, c'est Indiana Jones. C'est Indiana Jones un peu période, tu sais, corps et carrière quand il a 10 ans quoi. Je te donne un exemple par exemple. À un moment, Indiana Jones, il est carrément sur le Titanic quoi. Le jour où il coule quoi. C'est un peu, il y a des histoires qui sont un peu grosses quoi. Il dessine pas une femme dans une voiture, non? non, c'est pas Leonardo. Le crossover. Mais voilà quoi. Bon, je vais dire que ces romans sont. Ouais, si on a mis Indiana Jones, on peut peut-être lire les romans qui sont sortis chez Milady en poche. Par contre, la Bibliothèque Verte, j'ai pas trouvé beaucoup d'intérêt. Après, il y a des comics aussi qui sont sortis, on va dire. Ça a commencé dans les années 90 chez Dark Horse Comics, qui éditait aussi tout l'univers étendu de Star Wars justement. Et là, on a toute une série. Alors, je parlais. Le premier, c'est bien sûr, c'est Fate of Atlantis, dérivé du jeu. T'en as 6 autres qui racontent aussi d'autres aventures. Ça, c'est des aventures qui se placent après la dernière croisade en fait. Hein. Donc, pour un petit peu avoir un repère chronologique. Donc déjà, il a la bonne expérience. Oui, C'est-à-dire que complètement. là, on atterrit sur un Indiana Jones expérimenté. Voilà, c'est le baroudeur rempli de connaissances. C'est ça. Voilà. C'est un peu moins celui ouais. qui découvre. Après, t'en as un, c'est The Spear of Destiny. En fait, c'est la lance du destin. Alors, je sais pas, tu connais cette... Je le connais par la lance du destin. Je la connais par une série, La Bibliothèque, je ne sais plus quoi. Là. Ah oui, avec Noah Weil, Avec Noah Weil, le bibliothécaire, ouais. Je me rappelle plus du nom de la série. Ouais. Mais c'est de là où je connais la lance du aussi. destin. Donc en fait, c'est la lance qui a percé le flanc du Christ. Ouais. Et donc il y aurait son sang sur le bout de la lance. C'est ça. Et donc là, encore une fois, on est dans l'archétype Indiana Jones, c'est-à-dire que il part à la recherche parce qu'apparemment les nazis sont sur le coup. Oh. Et là, dans cette bande dessinée, t'as le retour d'Henry Jones. Donc ça fait plaisir de revoir Sean Connery en comics, quoi. Enfin, un peu aussi, salut les fans, on va redondance de la dernière croisade, quoi. Quelque part. Ouais. Après la quête du Graal, la lance à Jésus. Mais bon, c'est un peu les facilités dans ces scénarios. Bon, en même faut pas non plus demander un truc hyper élaboré. Je troll, mais ça s'y prête. Hein. Je veux dire, à partir du moment où tu as recherché l'Arche d'Alliance, le Graal, pourquoi pas la lance? Pour moi, c'est le grand intérêt, c'est de voir que les couvertures sont hyper soignées. On a de grands illustrateurs comme par exemple Hugh Fleming ou Drew Struzan qui sont quand même des noms dans le milieu. Et c'est toujours un plaisir de voir. Par contre, quand tu ouvres le bouquin, t'es un petit peu déçu parce que tu te dis ouais, des fois ça peut pas cler quoi au niveau des dessins, des cases et tout ça. Donc moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait jamais eu de manga Indiana Jones. Non, il n'y a pas eu de manga, mais bon. Alors qu'il y a eu un manga Wolverine. Ouais, mais Marvel, ouais. Indiana Jones, il y a des mangas Star Wars. Ça s'y prête, je suis faut désolé. savoir, hein. Un shonen avec Indiana Jones en manga, ça peut le faire. Ça peut le faire, hein, ouais, bien sûr. Ouais, je vais appeler mes amis japonais. C'est une bonne idée, ce que tu dis, mais bon, peut-être qu'au Japon, la licence ne marche pas tant que ça, bien que ça. Hein. Déjà, ils étaient mal vus, les Chinois dans le 2, hein, faut s'en souvenir. Hein. Ouais, mais justement, si les Chinois sont mal vus dans le 2, les Japonais peuvent sauter sur l'occasion. Tu sembles oublier qu'en France, on dit on est raciste, allez voir ce qui se passe ailleurs. Hein, vous allez voir, en fait, on est bon. Hein. Voilà, donc je vais dire, mais avant les années 90, il y avait quand même Marvel qui avait des jeux mis son nez partout. De toute façon, il avait la main mise sur Star Wars. Sur Godzilla. Donc, ils ont commencé avec une trentaine de comics Indiana Jones, qui s'appelle Further's Adventures. Alors c'est encore un truc qui se place avant les films des Aventuriers de l'Arche perdue. Donc, encore un truc. En fait, quand tu rassembles tous ces comics, t'as plus du tout de cohérence dans les chronologies parce que si ça se peut, t'as des trucs qui se télescopent et que c'est plus du tout crédible, quoi. Ouais, j'imagine. Le prochain film MCU, paf, Indiana Jones. Avec le Howling Commando.
Par contre, tout ça, c'est sorti mais en France, il n'y a aucune sortie. Pourtant, la licence était plutôt bien vue. Hein. Aucune sortie, aucune traduction de ces comics. Donc, ils sont uniquement disponibles via ce qu'on appelle des omnibus. Enfin, je connais le format omnibus un petit peu pour les comics. Et puis Delcourt a quand même édité deux comics récents, donc c'est Indiana Jones Aventure et Le Tombeau des Dieux. Alors je l'ai lu, Le Tombeau des Dieux, mais c'est vraiment pas terrible. On voit vraiment la redondance. En plus, il y a une histoire avec Marcus, tout ça. Il y a, je sais pas, on capitalise, mais ça n'a pas marché quoi. Les graphismes sont un peu plus soignés que dans les autres, mais moi j'étais pas plus accroché que ça. Alors c'est Le Tombeau des Dieux, c'est l'aventure qui est juste avant les aventures de l'Arche perdue et après les Temples maudits. On commence à s'y perdre dans la chronologie. Ouais, donc je vais pas vous embrouiller avec tout. Ah, trop tard, c'est fait. Il y a une panoplie en roman, il y a une panoplie en comics, mais la cohérence, on passera parce que de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de périodes qui se télescopent. Pour moi, ce qui est officiel, c'est les films et la série. Pour le reste, c'est un peu comme l'univers Star Wars, c'est-à-dire qu'on a l'univers étendu officiel et puis on a l'univers légende. Et pour moi, tous ces comics et romans de Indiana Jones, c'est l'univers légende, quoi. C'est un autre univers, quoi. Ouais, puis l'univers, c'est donc tu dis les films, mais que le 1, 2, 3, hein, et la série. Il n'y a pas de 4. Hein. Faut pas le prendre dedans. T'insistes, hein. Oh, j'insiste. Hein. Je vais insister jusqu'au bout. Voilà, quoi, mais vous pourrez vous renseigner si vous en avez envie. Peut-être que les poches sont encore trouvables, les comics Delcourt. Ouais, ça reste quand même confidentiel. Donc ouais, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à obtenir. Je sais que les comics, en général, ils se trouvent sur Internet, on va dire, en version anglaise. Bah, les romans, pour lire des romans. Déjà, lire des romans sur un écran, ça fait un peu chier, mais bon. Mais voilà, quoi, je vais pas m'étaler. Il y a des sites pour ça. D'ailleurs, sachez que ça existe, donc c'est pas forcément hyper probant. Vous courez pas après parce que vous raterez pas grand chose. Mais ça existe. Je vais pas m'étaler plus parce que je voulais faire cette rubrique univers étendu pour vous dire que il y avait pas que la série et les films qu'ils avaient quand même essayé de rentabiliser sur la licence, même si en France elle a été limite anonyme quoi. En France, dans la culture pop, t'as les 4 films, la série un peu moins, et tout ce qui est matière littéraire, encore moins. Quoi. Ouais, même les jeux vidéo, encore moins aussi. Hein. C'est pas du tout comme Star Wars où tout est mis sur le même niveau. Quoi. Ouais, après, c'est pas... ça a eu de l'impact, mais pas autant qu'un Star Wars non plus. Donc notre système de licence. Voilà, je pense qu'on a un bon dossier, là, bien complet. J'espère qu'il vous a plu déjà. Ouais, puis après, n'hésitez pas à marquer un petit commentaire, nos 10 abonnés. Pour nous dire si vous avez des envies ou des attentes sur peut-être un sujet qui nous changera un prochain dossier, parce que nous, c'est vrai que on a quelques dossiers en stock, on va dire. En stock, mais ça va vite s'épuiser. Et puis comme ils sortent pas grand-chose au cinéma... Ah si, on a quand même Wonder Woman qui va bientôt arriver sur HBO. Vu qu'avec le Covid, les salles de cinéma ne sont pas prêtes de rouvrir. Est-ce que je peux vous proposer faire un petit état des lieux sur The Mandalorian la prochaine fois peut-être. La prochaine fois, on fera une espèce de récap de la deuxième partie de la saison 2. Il y a beaucoup à dire aussi, là. On aura une chronique de Wonder Woman 1984. Si on le trouve, ouais. Et puis, pourquoi si on le trouve il faut mettre un VPN pour le regarder sur HBO. Avec l'abonnement, c'est un peu compliqué. Mais non, c'est pas ce biais-là que je disais, mais que j'imaginais. Et puis, c'est vrai qu'on voulait un peu explorer la galaxie Spielberg, souviens-toi, avec par exemple les productions en blind, ou bien parler de science-fiction mystique, ou tu sais, cette exploration de l'espace mystique. Et qu'est-ce que j'avais dit aussi? Ah oui, l'Heroic Fantasy aussi. C'était sympathique aussi. Des boulets, des chaînes. Beaucoup de... On va dire, en l'occurrence, ce sera beaucoup des dragons et des épées, des glaives. Oh, je crois qu'on n'est pas en mal. Puis il y a aussi cette section de nanar qu'on voudrait un petit peu aussi renforcer, là. Ah ouais, notre nanar, notre péché mignon préféré. Non, je pense qu'on n'est pas à court d'idées. Oh, jamais à court d'idées, toujours moyen. Puis, on est ouvert aux propositions. Vous pouvez toujours aussi écouter nos anciennes émissions, que ce soit les émissions spéciales Godzilla, Superman, Batman. Faudrait que je vous mette le lien en description. Mais il y a le lien en archive, sur la bannière, il y a marqué archive audio, donc vous cliquez dessus, vous y arrivez directement. Voilà, surtout on va faire nos chieurs, parce que en fait, malgré notre peu de vues, on a remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Ouais. N'hésitez pas, abonnez-vous, mettez la cloche, nous ça nous fera un peu de visibilité, puis ça nous encourage pour poursuivre aussi. Quoi. Ouais, c'est vrai que les abonnés, ça ferait du bien d'avoir plus que 10 déjà, parce que ça représente quand même du travail. Beaucoup de travail, mais il y a de la passion. Hein, donc, heureusement, nous on n'est pas payés, on n'a pas de Patreon, puis de toute façon ça risque pas d'y aller. mais voilà quoi. Et c'est vrai que ça a plus une valeur morale que vous vous abonniez, que vous nous encouragiez. Si au bout d'un an on a tendance à stagner, c'est vrai que ça va pas nous encourager à continuer dans cette voie. Voilà quoi. Bon, on vous remercie pour votre écoute et puis on vous dit à l'année prochaine, vu que maintenant c'est à l'année prochaine pour la nouvelle saison des Podcasts.